Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 1330. Nous sommes dans le mois de l'IA et depuis la semaine dernière, nous consacrons nos 1330, tous nos épisodes du mois d'octobre, à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons une intelligence vivante, bien vivante, en la personne de Lionel Dimitrievitch. Comment vas-tu? Salut Steve, tu vas bien? Ouais, je vais bien, d'autant que j'ai vu un petit peu ce qui va se passer autour de ces réseaux de neurones. Soyez bien accrochés, parce que là, vous avez jamais vu des slides comme ça, je vous le dis. Ça va être sympa. Ouais, Salut, alors salut attention, sur le attends, chat. attends, attends, attends. Ne divulgue pas tout. Non, mais bon. Alors moi, du coup, j'ai de la chance que moi j'ai du soleil. On discutait tout à l'heure avec Steve et a priori dans le nord de la France, c'est un peu le bazar. J'ai de la chance, là, je suis descendu. Euh, Pourquoi faire un sujet sur le réseau de neurones? Sylvain, la semaine dernière, en fait, il a fait un très très bon sujet autour de Copilot et de l'IA dans les Power Apps. Mais moi, j'aime bien un petit peu comprendre comment ça marche derrière et je me suis dit que j'étais sans doute pas le seul. Alors, je suis pas data scientist, je suis pas un pro de l'IA non plus. Je me suis documenté, j'ai vu des trucs. Steve vous partagera d'ailleurs sur YouTube, je pense, tu mettras le lien vers un super tuto que j'ai trouvé Tout à fait. dont je me suis grandement inspiré pour réaliser ce 1330. Il y a beaucoup de maths. Moi, ça m'a fait énormément de plaisir de retomber dans les maths, mais on va voir tout ça. Écoute, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche une IA, Oui. parce Et qu'on le hasard du sait. calendrier, hier, le Oui, prix Nobel de physique est tombé pour tout à fait. John Hopfield et Geoffrey Hinton, qui sont les pionniers des réseaux de neurones. Voilà, on est pile dans l'actualité dans le 1330. On est super. Alors, on est pile dans l'actualité et j'entendais ce matin sur une radio d'information que ce même, alors je sais pas lequel des deux, se disait effrayé par les découvertes qu'il a fait en fait et il avait peur que l'IA devienne plus intelligente que l'homme. Euh, ok, moi je sais pas si on peut fabriquer quelque chose de plus intelligent que soi. Ça après c'est à voir et ça dépend ce qu'on appelle l'intelligence. Hmm. Mais en tout cas à voir. Enfin voilà, de toute façon il y a toujours des alertes par rapport à l'IA. Il y en aura toujours, c'est un peu comme tout. Donc soit on se bloque complètement et on fait pas du tout d'intelligence artificielle, mais je pense qu'on loupe quelque chose. Soit on laisse un peu le temps que ça se régule et que peut-être ça se normalise un petit peu. Bref, on va rentrer dans les réseaux de neurones Steve, parce que l'heure passe. C'est parti, c'est parti. Euh, D'ailleurs, on sait et déjà qu'on aura un deuxième épisode sur le sujet courant en décembre, je crois. Donc, ouais, ne c'est vous ça. inquiétez pas, on prend le temps de bien aller jusqu'au fond des choses. Ouais, parce que là, c'est vraiment un survol qu'on va faire. Et puis, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, notamment faire de la reconnaissance d'image, voir comment on va faire un réseau de neurones. Aujourd'hui, si on a le temps, je vais juste vous présenter déjà comment on développe un neurone. Et on verra au mois de décembre comment on en met plusieurs en réseau, puisque c'est le sujet, le réseau de neurones. Et donc, on va voir tout ça. Juste un petit récap quand même pour que les termes soient bien au clair. On parle souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on va passer de machine learning, de deep learning. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu sur ces deux principes. Le machine learning, c'est l'apprentissage par l'exemple. On va donner un exemple à une machine et puis on va lui dire, bah voilà, il faut reproduire cela. Donc, en gros, comment ça se concrétise? On va donner des données, des datas, hein, donc c'est ce qui est modélisé ici. Donc, alors, je suis désolé, j'ai pas fait comment dire, les abscisses et les ordonnées, hein, mais vous devinez bien, on est dans un repère, et on a des points, donc des datas ici, et on va dire que bah, les points jaunes, c'est une caractéristique, peu importe la caractéristique, et que les points bleus, c'est la caractéristique contraire. Donc on va demander en fait à l'IA de définir un modèle qui nous permettrait de savoir, en lui rentrant des données, si je suis bleu ou si je suis jaune. Dans l'exemple duquel je me suis inspiré, on parle de plantes toxiques ou pas. Vous voyez, donc on va prendre par exemple des tailles de feuilles et puis on va dire bah, si la taille de la feuille elle est tant, on va considérer que la plante est toxique parce que voilà, c'est un des caractères. Et donc du coup, ça va nous permettre d'avoir de la donnée qui va nous permettre de déterminer un petit peu tout ça. Tout à l'heure, je suis allé au restaurant avec l'équipe là sur Toulouse. Pour déjeuner, le serveur nous a fait un truc très bien. On a un collab cheveux longs, barbe et t-shirt un peu métal. Et il a commencé par dire, je vous sers quelle bière? Parce que vu comme vous êtes habillé, eh ben, en fait, il a fait exactement ce que fait une intelligence artificielle. Il a pris des caractéristiques, cheveux longs, barbe, t-shirt métal, il s'est dit cette personne, elle boit de la bière. Et c'est exactement en fait ce qu'on va demander à une IA. C'est-à-dire qu'à partir de critères objectifs, d'essayer d'en trouver un autre, en fait, de trouver une corrélation entre ces différents éléments. Et en fait, non, on Pour était en ça, 2024 et c'était une femme. Oh merde. oui,
Voilà. Et donc, du coup, en fait, un réseau de neurones, ça fonctionne un neurone, ça fonctionne comment? En fait, ça va fonctionner avec ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, ce n'est ni plus ni moins qu'une fonction mathématique. Donc, ici, dans l'exemple qui est là, c'est une fonction affine, pour ceux qui ont encore des souvenirs de maths. Donc, f de x égale ax plus b. Donc, on a forcément une courbe. A, ça va monter l'inclinaison de la courbe ou la descendre. Et b, ça va être le décalage sur l'axe des abscisses. Si je ne me trompe pas, ça remonte un petit peu avant. Je suis désolé. Abscisse, c'est horizontal. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, là, on voit bien qu'une fois qu'on a ce modèle-là, en fait, on a un point jaune qui est au-dessus de la ligne, et on a des points jaunes qui sont en dessous de la ligne. Donc, en fait, si je demande à mon IA avec ce modèle-là, il y a de l'échec qui va arriver, puisqu'ici, on va avoir un point jaune qui est du mauvais côté, en fait. Donc, du coup, l'algo est peut-être pas terrible. Et en fait, toute la difficulté du machine learning, ça va être de trouver, en gros, les paramètres A et B pour que la courbe minimise en fait les erreurs qu'il peut y avoir sur le modèle. Ici, j'ai représenté en rouge l'écart finalement entre ce que notre IA va nous donner comme résultat et puis la réalité. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on va essayer de diminuer le taux d'erreur et on va jouer en fait pour trouver les différents paramètres. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme d'optimisation. On va rentrer dans le détail après, hein. Je vais vous montrer, puis on va voir dans le code. On va utiliser un algorithme d'optimisation, en fait, mais qui va tout simplement chercher à trouver le point le plus bas ici dans la courbe, puisque c'est là où il y aura le moins d'écart. Et une fois qu'on a ce point le plus bas, on sait qu'on est plutôt bien. Et tout ça, c'est fait de manière automatique, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Donc ça, c'est du machine learning. Si on passe... Alors, oui, il y a différents types de modèles aussi, j'ai oublié de dire, évidemment. Là, on est sur un modèle linéaire, mais bien évidemment, il y a d'autres modèles. Fonction affine, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est pour ça que je vous le présente ici. Mais on a des arbres de décision, on a d'autres éléments avec leurs propres algorithmes d'optimisation. Le deep learning, c'est quoi? C'est du machine learning puissance 10, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un neurone artificiel que j'ai représenté ici par le F1, fonction 1, mais en fait, je vais rajouter d'autres neurones. D'accord? Donc, ils vont tous emmener données, modèles, etc., tous emmener ça. Et en fait, ils vont échanger leurs data les uns avec les autres. Et donc, en fait, on va pouvoir avoir de multiples neurones qui vont venir les uns à la suite des autres, s'activer ou se désactiver. On va le voir un petit peu. Donc, en fait, le deep learning, c'est tout simplement une partie du machine learning qui est plus spécialisée, qui va permettre de mettre en corrélation ces différents neurones pour obtenir des résultats un petit peu plus pointus qu'une simple droite. D'accord? On est toujours à travailler avec des neurones, hein, c'est le principe même. Si on revient un petit peu sur l'histoire, et j'ai été assez étonné de voir les dates. Alors, je savais que l'IA avait commencé très tôt, dans les années 50, et là, je ne savais pas, dans les années 40, en fait, il y a eu un premier réseau de neurones qui a été au moins théorisé par Warren McCulloch et Walter Pitts. Je vous avoue que je ne les connais pas personnellement, je n'ai pas plus entendu parler que ça. Néanmoins, c'est eux qui vont être à l'origine du neurone artificiel, puisqu'ils vont partir en fait du neurone humain et expliquer qu'en fait, un neurone, en fonction des données qu'il va avoir en entrée, en fait, il va s'activer ou pas. Et donc, en fait, ils ont reproduit ça sous forme informatique. Alors, à l'époque, pas informatique, mais au moins mathématique, pardon. Et ils se sont dit, voilà, j'ai deux entrées, x1, x2. Je vais appliquer un poids W2 et W1 à chacune de mes entrées. Je vais ensuite faire tourner une fonction. Et ensuite, soit ma réponse, c'est 0, et dans ces cas-là, c'est faux, soit ma réponse est vraie, et dans ce cas-là, mon résultat est 1. D'accord ? Ça a été à l'époque, a priori, un assez grand bouleversement dans la société scientifique, et certains envisageaient même de faire conduire des voitures toutes seules dès cette époque-là. On s'est vite rendu compte en fait que ce modèle-là, il avait quand même ses limites. Alors ça fonctionne très bien pour faire des portes logiques, par exemple. On va pouvoir éduquer un neurone à devenir une porte logique, un AND, un OR, un XOR, etc. Et ça fonctionne plutôt de manière fiable. Après, la problématique, c'est dès que je veux faire des choses un petit peu plus complexes, on est limité tout simplement par le fait qu'on n'a qu'une droite en fait pour déterminer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. En 50, et puis, autre problématique avec ce premier neurone aussi que j'ai oublié, c'est que ces paramètres, la W1 et W2, il faut les trouver soi-même. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche, en fait, la droite qui correspond le mieux. En 57, une autre révolution est arrivée dans ce parcours intelligence artificielle du neurone, c'est le perceptron. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, le perceptron, puisqu'en fait, c'est un neurone, mais qui va en plus se voir adjoindre un algorithme d'apprentissage. Et ce qu'il va faire, c'est que le neurone, il va s'auto-éduquer, il va trouver lui-même les paramètres qui lui vont bien pour trouver la bonne valeur. Et puis, pareil, engouement à cette époque-là. Encore une fois, on veut faire conduire des voitures, on veut faire plein de choses à l'IA. L'IA va remplacer l'être humain, vous voyez déjà dans les années 50, 60.
Et puis en fait, on se rend compte que bah non, on n'y arrive pas. Il y a plusieurs raisons à ça. On n'a pas la masse de données qui va bien, on n'a pas le calcul qui va bien, donc plein de choses. Donc en gros, ça s'éteint et on a dans les années fin 60 jusqu'aux années 80, en fait, plus beaucoup d'investissement dans la partie intelligence artificielle parce que plus personne n'y croit. Et en fait, c'est dans les années 80 qu'il va y avoir une nouvelle révolution qui là va permettre vraiment de démarrer. Je vais pas continuer l'historique, on aurait pu aller jusqu'au LLM, etc. Mais on va se contenter de ça parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le perceptron multicouche en 86. Donc Geoffrey Hinton qui met en place ça. Et en fait, c'est le premier véritable réseau de neurones. Jusqu'à présent, on était sur un neurone. Voilà, il y a peut-être des interactions entre les deux, mais là, on va véritablement construire un vrai réseau de neurones artificiels. Alors, comment ça marche? Le perceptron, ça fait très Transformers. Ah, peut-être, je ne connais pas trop Transformers. Ah. Mais ouais, je te fais confiance là-dessus. Donc le perceptron, c'est un neurone avec un algorithme d'apprentissage. En fait, c'est basé tout simplement sur la nature. C'est vrai qu'on parle de neurones et de neurones artificiels. Les deux sont très très proches. Et encore une fois, je vous invite à aller voir le lien que Steve vous mettra sur YouTube, là, le lien vers le tuto, où c'est très très bien expliqué. Il y a des images qui sont beaucoup mieux que moi. J'ai pas eu le temps de faire des choses aussi bien. Mais en gros, quand vous avez deux neurones qui communiquent, et ben en fait, si il y a une excitation positive, en fait, il envoie plus d'informations, il renforce en fait le lien avec le neurone suivant. Et c'est ce qui va permettre en fait de faire aboutir un résultat, et c'est ce qui s'appelle le renforcement synaptique. Et on va faire exactement la même chose avec des neurones. Donc en gros, on va entraîner un neurone sur des données de référence, et puis ensuite on va ajuster des poids par itération jusqu'à trouver les bonnes valeurs. Et donc en fait, comment on va trouver les bonnes valeurs? Et ben on va dire en fait que W égale W plus alpha. Alpha, c'est un pas qu'on va nous-mêmes définir. Vous allez le voir juste après. Hop là, je vais le mettre là, voilà, on va y voir plus clair. Vous voyez, en fait, je vais essayer de trouver, est-ce que j'active mon neurone? Activer mon neurone, ça veut dire que je suis sur A1 ici. Ici, mon neurone, il renvoie 0. Là, on est sur le seuil de décision et il va renvoyer 1. D'accord? Et en fait, je vais faire des boucles systématiquement. Hop là. Imaginons la première fois que j'ai fait un test, c'était là, donc je suis dans 0. Je vais augmenter mon abscisse d'alpha. Encore une fois, ça c'est un paramètre, c'est un pas que moi je définis. Donc plus alpha va être grand, moins l'information va être précise, mais moins ce sera compliqué à éduquer. Plus c'est petit, plus alpha va être petit, bah, plus on va faire d'itérations, et donc plus le modèle va être fiable, mais par contre, il va être plus long à éduquer. Et donc, je vais travailler comme ça, je vais faire des petits bonds jusqu'à arriver à mon seuil de décision, ou bien le dépasser, puis après, je peux revenir un petit peu en arrière. Voilà, on peut jouer un petit peu pour performer. Et en fait, on se retrouve toujours avec une formule. Alors, si Y est true, on a W qui est égal à alpha plus true, donc ça vaut 1 moins 0 X, donc ça veut dire AX. Et ici, je vais toujours tomber sur 1 moins 0. Voilà, le W AX, voilà, on va tomber dessus. Pardon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc ça, c'est comment en fait je vais définir que mon neurone a trouvé la bonne solution. Donc encore une fois, je lui envoie des datas en entrée et puis après, je vérifie. Le perceptron, il a un problème majeur, c'est que c'est un modèle linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a une fonction affine, comme on l'a vu tout à l'heure avec un neurone, et donc je ne vais pouvoir traiter que des droites. Et donc du coup, j'arrive sur la même problématique que tout à l'heure. Là, je vous ai éparpillé des points un petit peu de manière différente. Vous voyez, bon, ma droite, c'est pas forcément la bonne, hein, mais vous voyez qu'on pourrait l'incliner plus, l'incliner moins, et il faut toujours essayer de le jouer pour avoir le moins d'erreurs possible sur notre modèle, et donc trouver les paramètres W1, W2 et B qui vont permettre justement de faire la meilleure approche possible. Mais cette approche est quand même globalement assez simpliste, et donc on va devoir vite aller sur d'autres choses, et donc aller sur le perceptron multicouche si on veut faire des choses bien. Donc, je vous ai simplifié le multicouche avec juste 3 neurones. Donc un premier neurone qui va prendre X1, X2 en entrée, le deuxième neurone X1, X2. Chacun va calculer une sortie Y, donc vrai ou faux, d'accord, 0 ou 1. Et va envoyer ces résultats à un troisième neurone qui exécutera une autre fonction qui va nous donner un résultat final. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est plus du tout sur une fonction affine, on est sur un assemblage de fonctions affines. Et donc, du coup, on va avoir des choses un petit peu plus complexes d'un point de vue mathématique. Ça reste encore simple, hein, mais ça va être un petit peu plus complexe. On va retrouver, alors W11 ici, donc c'est celui qui va correspondre ici, W11, W12, c'est celui qui va être là, etc. Et donc, vous voyez qu'on va avoir trois formules différentes, une pour F1, une pour F2, une pour F3, en fonction des paramètres, tout simplement, qui vont lui être fournis. Entre F1 et F2, vous voyez que c'est que le poids qui change et éventuellement le B. X1, X2 est le même à chaque fois, hein.
Et donc, du coup, on va pouvoir faire ça. La difficulté qu'on va retrouver, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut que j'en parle, non, je vais en parler après. Le résultat qu'on va obtenir, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des frontières qui ne sont pas linéaires dans un graphe. Hein. Ici, vous voyez, ma fonction, en fait, mon neurone, mon ensemble de neurones va me renvoyer une frontière de décision qui va être beaucoup plus proche de ma data. On va réduire les erreurs. Et là, avec ce modèle-là, on est quasi sûr d'avoir la bonne réponse systématiquement. Alors évidemment, là, le jeu de données que je vous ai mis fait en sorte que c'est comme ça. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Il faut arranger les données. C'est le boulot des data scientists, justement, de filtrer les données pour que ce soit cohérent derrière et que les algorithmes puissent s'appliquer correctement. La difficulté, c'était là qu'il fallait que j'en parle. La difficulté dans ce modèle-là, je vous ai expliqué que le neurone, il s'éduque tout seul. Le perceptron va s'éduquer tout seul. Par contre, dans le perceptron multicouche, on a énormément de données, énormément de variables à ajuster. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Il me semble que oui, que les LLM, c'est quand même basé sur des neurones. On parle de 13 milliards de paramètres sur les LLM. Vous voyez, on est sur beaucoup, beaucoup de paramètres, donc ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ici, on a quelque chose de très simple. 3 neurones, on a déjà 6 paramètres. Donc, si vous multipliez, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup plus. Et donc, la difficulté, en fait, ça va être de faire en sorte que ces neurones s'auto-éduquent. D'accord? Donc là, on n'est plus sur l'apprentissage d'un neurone, mais sur l'apprentissage de plusieurs neurones. Pour ça, on va utiliser une technique qui s'appelle la chaîne de gradient. On va y venir. Imaginons ce réseau de neurones. Deux valeurs, x1, x2. Ici, j'active ou pas 3 neurones différents en entrée. Et puis, chaque neurone va communiquer avec 5 neurones derrière, 5 neurones, 3 et un final. Chaque partie là qui est encadrée en vert, c'est ce qu'on appelle une couche de neurones. Donc, plus vous aurez de couches de neurones, plus votre modèle sera pertinent et efficace. Mais en revanche, plus il sera long à entraîner et va nécessiter beaucoup plus de puissance de calcul. Pour calculer les poids automatiquement, on va faire appel à ce qu'on appelle une chaîne de gradients. En fait, on va faire des dérivés. Alors, il m'a fallu du temps quand je me suis plongé dedans, mais je me souvenais plus que les dérivés, en fait, ça permettait de calculer si une courbe descend, monte, est à plat, etc. En fait, de voir les variations d'une courbe, finalement. Et en fait, on va utiliser ces variations de courbe pour savoir si je suis remonté trop loin ou pas. Et on va en fait utiliser des dérivés et on va remonter la chaîne pour faire comprendre en fait à chaque couche ce qui s'est passé, ce que chaque couche a fait et qu'on corrige en fait entre chaque couche pour arriver à un Y final qui nous correspond. Donc on va remonter cette chaîne et une fois arrivé ici, on va réaffecter des poids différents qui vont faire, est-ce qu'on a le résultat final ou pas, sinon je recommence ma chaîne. Et en gros, c'est toujours comme ça que ça va fonctionner dans une IA. On va faire ce qu'on appelle, je crois que c'est ma slide d'après que j'ai fait, voilà. On va faire ce qu'on appelle la... Ah non, je ne l'ai pas fait là. C'est pas beau, c'était ma dernière slide, c'est pas très grave. On va faire ce qu'on appelle de la backward propagation. C'est-à-dire qu'en fait, on va renvoyer en arrière nos données, donc c'est cette fameuse ligne-là, hein, je vais remonter sur la slide d'avance un peu plus gros, voilà, on va remonter cette fameuse chaîne de gradient, c'est notre backward propagation, et puis une fois que j'ai fait ma backward propagation, je fais un forward propagation, et je rejoue mon algo, c'est ça en fait, hein, votre chaîne de neurones, c'est un algo, en fait, un enchaînement d'algo, je rejoue cet enchaînement d'algo pour voir si j'arrive au bon résultat final ou pas. Donc c'est comme ça que ça fonctionne globalement sous le capot, entre guillemets. Je n'ai pas tous les détails, bien évidemment. Encore une fois, c'est pas mon métier de base, hein, mais je suis très, très intéressé. Et il y a pas mal de mathématiques quand même, il faut dire ce qui est. Sur la suite de présentation dont je vous parle, je crois que la personne fait un cours mathématique d'à peu près 1 heure, qui est ultra intéressant, mais bon, il faut vraiment se pencher dessus. Niveau terminal à peu près, hein, pas beaucoup plus. Voilà, il y a des dérivés, il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau de maths, mais il faut quand même avoir quelques bases pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais il explique toute la mécanique et surtout pourquoi tel résultat donne ça et donc pourquoi on doit arriver à tel résultat. Donc c'est hyper intéressant et ça permet d'aller vraiment très très loin dans la compréhension du système. Donc une fois que j'ai fait ma descente de gradient et que j'ai tout mis en place, en fait, je dois obtenir à peu près ce genre de choses, ce genre de séparation. Et on va minimiser les erreurs avec notre modèle ici, tout simplement en utilisant l'algorithme, cette fois-ci, de la descente de gradient. C'est-à-dire qu'ici, on était sur la chaîne de gradient.
on remonte, et puis ici, on va appliquer une descente de gradient qui va nous permettre de calculer. Encore une fois, c'est des dérivés, vous voyez. Tout à l'heure, on avait W moins alpha facteur de Y true moins Y, si j'ai bonne mémoire. On est en arrière. Là, ici, on va avoir alpha, mais cette fois-ci, on va prendre la dérivée d'erreur et sur la dérivée de dW. On va faire la dérivée de ce truc-là pour trouver, encore une fois, la distance minimale et donc pouvoir optimiser notre modèle. J'espère que j'ai été assez clair, Steve. Est-ce que tu as des questions, peut-être toi, très bien, peut-être des questions aussi? Ça me permet en fait, ça nous permet de trouver une utilité à ces dérivés qu'on a appris à une époque. Et jusqu'ici, je t'avoue que j'en avais jamais entendu parler autre que pendant les tours de maths. Et là, bim! Et voilà, les dérivés, il fallait écouter en terminale, les mecs. Voilà. Alors, c'est pas qu'il fallait écouter, mais c'est que malheureusement, mais c'est vrai un petit peu, les maths, ça reste quand même très très théorique ce qu'on fait à l'école. Et c'est vrai que quand je suis tombé là-dessus, je fais mais waouh, pourquoi on nous a pas expliqué tous ces trucs-là? Ça se trouve, on nous les a expliqués, puis on a zappé parce que c'était pas voilà, on n'était pas concentré dessus. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Encore une fois, l'approche mathématique est pas compliquée si on a un niveau terminal, je dirais, on arrive à s'en sortir assez facilement. Faut juste se replonger dedans. Moi, ça fait 25 ans que j'ai pas fait de maths, donc forcément, il faut se replonger dedans. Non, mais ce que je vous propose. Une démonstration appliquée, c'est très de maths appliquées, c'est vraiment très intéressant. Et je vois aussi des similitudes avec notamment ce que tu expliquais au tout début, avec les notions de statistiques, avec les écarts types. Et c'est exactement ça. C'est très très intéressant. Parce que moi, c'est exactement ça, parce que ce qui était statistique, c'était bon. Alors moi, je suis pas fan parce que c'est pas. Bref, peu importe, on va pas faire l'histoire, j'aime pas trop les stats. Mais en gros, oui, c'est tout à fait ça, puisqu'en fait, on va le voir là quand on va le mettre en place, quand on va éduquer notre modèle, on va avoir une probabilité de résultat. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment important. Une chose importante, c'est que quand on fait de l'IA, en fait, on n'est pas dans un modèle déterministe. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Quand on fait du développement, c'est déterministe. Si je fais if A égale machin Z, c'est ultra déterministe. J'ai pas le choix. Quand on le fait avec l'IA, c'est un petit peu différent. On voit que sur un modèle, il peut y avoir des erreurs. Donc le modèle n'est pas forcément précis. Et donc on va souvent amener une teinte un petit peu différente à la réponse en disant est-ce que je suis certain de ma réponse? Donc si je suis à 98%, on peut dire qu'on est certain. Mais si j'ai que 70% de fiabilité, là, c'est pas très très précis. Et c'est un peu ce qu'on fait avec les LLM d'une manière un peu différente. Quand on dit on va régler la température de notre modèle ou le top, etc. C'est un petit peu ce qu'on va faire en fait. On va ajuster finalement le degré d'erreur qu'on souhaite avoir en résultat. Ça me rappelle l'épisode qu'on a eu avec David Roussel chez Microsoft sur l'informatique quantique, où il nous expliquait que justement, on n'était pas du tout sur du déterminisme, c'était une boîte noire et on donnait quelque chose en entrée. Il fallait pas regarder au milieu, sinon le chat explose, bien entendu. Et à la sortie, on avait un résultat, mais on ne pouvait pas se dire que c'était un résultat qui était sûr à 100%. Par contre, c'était la multiplication de ces résultats qui a mené à. Là, c'est un peu le même principe. C'est vrai qu'on arrive sur un résultat qui est pas toujours bon. Et du coup aussi, quand on regarde cette histoire de descente de gradient, etc., on comprend mieux pourquoi on a besoin de puissance de calcul pour faire ces choses-là. Déjà, il nous faut une masse de données importante. Pourquoi? Pour pouvoir dire au modèle, voilà les vraies valeurs que tu dois trouver en fonction des entrées que je vais te donner. C'est comme ça que ça s'éduque. C'est-à-dire que je vais lui donner, par exemple, si on veut analyser une image pour déterminer s'il y a des chiens sur l'image, je vais lui faire manger 100 000, 1 million d'images avec des chiens pour pouvoir lui dire voilà, ces images-là correspondent à des chiens. Maintenant, essaie de me trouver, je te donne d'autres images et essaie de me trouver si c'est un chien ou pas. Voilà, c'est comme ça qu'on va éduquer en gros l'IA. Je te propose, je vois le temps qui passe, on va passer à un tout petit peu de code. J'ai pas voulu, je vous avoue qu'en une demi-heure, c'est un peu compliqué de rentrer dans tout le système. C'est pour ça qu'on a un épisode 2. Exactement, et j'essaierai de rentrer un petit peu plus loin. Alors, vous avez vu, c'est du Python. Pourquoi du Python? Parce que il y a beaucoup de tutos autour de Python. C'est un petit peu le langage privilégié parce que les matheux aiment bien utiliser Python. Je ne suis pas un grand fan du langage personnellement. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'outils qui étaient prêts à l'emploi et qui sont très intéressants. Je pense notamment à NumPy ici, qui est très très utilisé. Mais on va aussi avoir toutes les librairies Sklearn en fait, qui sont là pour justement l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, ça va nous aider énormément. On a des frameworks qui existent également, qui sont disponibles. Il y en a chez Microsoft. Il y a TensorFlow qui est pas mal utilisé, qui est un framework
framework. Mais là, le but, c'était de montrer comment fonctionne le neurone. Si on prend un framework, on va avoir toute cette partie qui est un petit peu cachée. On va envoyer des datas, puis on va avoir des retours. Donc là, le but, c'était de montrer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un jeu de données de test, en fait. Donc là, on a des librairies, c'est bien, MakeBlobs, la fameuse scalearn, là, qui va me générer 100 points avec 2 features, donc c'est 2 entrées, etc. Et Random State 0, c'est un petit peu comme un seed dans les jeux, si vous voulez. C'est que si je lui donne Random State 0, je peux le reproduire à l'infini, j'aurai tout le temps les mêmes valeurs. D'accord? C'est un peu le truc. Et puis, un élément très, très important quand on va travailler avec de l'IA, c'est qu'on va travailler avec des matrices pour éviter de faire des boucles. Là, on a un modèle qui est très simple. On a 2 données en entrée, donc c'est pas gênant. Mais vous imaginez, vous avez des modèles, vous avez 15, 20, 30, 40 paramètres en entrée. Si vous voulez faire vos calculs, il va falloir faire des boucles à chaque fois pour aller pour chacune des valeurs. Si on utilise une matrice, en fait, si je multiplie une matrice par une valeur, je vais obtenir la multiplication individuelle de tous les nombres de ces matrices. Là encore, je vous renvoie au cours de maths. Alors ça, c'était un petit peu plus loin, les matrices. Moi, il me semble que c'est plutôt fin de terminale, j'avais vu ça. Mais en tout cas, l'utilisation des maths des matrices va permettre d'accélérer les traitements et quasiment indispensable. Alors, c'est relativement simple. Vous faites un multiplié d'une matrice, vous imaginez que vous avez chacun des nombres dans votre matrice qui est multiplié. C'est relativement simple. Ok, donc là, je fais mon truc. Je fais juste imprimer pour voir que j'ai bien mes dimensions qui vont bien. Voilà, je l'ai exécuté avant pour ne pas me retrouver avec l'écran bleu. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien les valeurs ici. Et puis, pareil, gros truc vraiment sympa sur Python, c'est que je vais pouvoir afficher ce graphique, avec un show tout simplement. Donc là, je fais juste afficher mes 100 points, mes 100 samples. Ici, j'ai mis des fonctions, initialisation, modèle, qui va nous permettre en fait d'exécuter le truc. Logloss, qui est une fonction, alors souvent on parle de ça, c'est la fonction qu'on appelle de coût. La fonction de coût, c'est celle qui calcule l'erreur en fait. Donc ça c'est important, c'est une fonction vraiment importante. Et alors je ne vous explique pas pourquoi on fait des logarithmes. Vous le verrez dans les fameuses vidéos, mais en gros, quand on fait multiplier des logarithmes, ça revient à les additionner. Donc du coup, ça permet de faciliter les calculs. En fait, c'est juste du jeu mathématique où on réinterprète une formule différemment pour arriver au même résultat. Voilà, c'est vraiment du classique. Ici, on va faire le calcul de gradient. C'est une fonction de calcul de gradient. Mise à jour. Et puis là, cette fameuse predict. Et ben en fait, c'est quoi cette predict? Et ben tout simplement, elle va utiliser le modèle qu'on a fait, parce qu'ici, vous voyez, le W, c'est le fameux W qu'on a vu dans les slides d'avant, le B, d'accord? Et en fait, une fois que j'ai calculé, une fois que j'ai éduqué mon modèle, je peux sauvegarder ces valeurs. Et comme je sais que mon modèle a été bien éduqué, que j'ai 97 ou 98% de bonnes réponses, et ben je vais tout simplement réappliquer W et B en lui passant la valeur que je souhaite en entrée, et il va me donner le résultat que j'attends. Et donc, en fait, ce qui est très long, c'est l'éducation du neurone. Par contre, après son exécution, c'est exécuter une fonction. Donc, c'est plutôt rapide une fois que j'ai trouvé les bons résultats. OK, et puis derrière, je vais implémenter mon neurone artificiel. On initialise, on fait toute la boucle, là, on fait le nombre d'itérations pour éduquer. Donc, ça paraît, c'est une variable, je crois que c'est 100, ce qui est mis là, je crois que c'est une centaine d'itérations. Je n'ai plus la valeur, je ne sais plus, je crois que c'est 100, ouais, c'est ça, 100 itérations. Ouais, itère 100. Donc on va faire 100 itérations. Évidemment, plus on augmente ce nombre d'itérations, plus le résultat va être fiable. Plus on le diminue, moins le résultat va être fiable. Et puis derrière, j'ai juste rajouté un truc que je trouve vachement sympa, parce que ça empiète un petit peu sur ce qu'on va faire au mois de décembre, et je voulais vous le montrer, c'est de visualiser en 3D les données, parce que vous allez voir qu'en fait les écarts, ils ne sont pas les mêmes quand on visualise en 3D que quand on visualise en 2D. Donc, je vais lancer tout ça. Il nous reste 2 minutes. Je crois que je vais finir à temps. Ça va être génial. Alors, comment je lance? On est pas mal. Python Neuron PI. On va le lancer. Je croise les doigts pour que ça marche. Ça marchait tout à l'heure, donc pas de raison. Ouais, on y croit. Allez, voilà. Donc là, j'ai mon jeu de données et on voit apparaître des points bleus et des points verts. Donc, le but du jeu, c'est de tracer la frontière entre ces points bleus et ces points verts. Le bleu, c'est bon, les verts, c'est pas bon, peu importe. Mais le but, ça va être vraiment de tracer la frontière. On voit que là, il y a du bleu qui est dans du vert. Vous voyez, celui-ci, on va avoir du mal à aller le chercher quand même. Cela, pareil, parce qu'il faudrait faire un truc qui passe par là, qui fait ça. Bon, voilà, il va falloir quand même travailler dessus. Et c'est pas avec ma simple fonction affine que je vais arriver à faire quelque chose de fiable. Mais je vais quand même arriver à faire quelque chose. On va le voir. Je vais le laisser réfléchir. Boum, allez, il s'est éduqué. Et là, ce qu'il me montre, alors c'est rapide, on n'a fait que 100 itérations, c'est la justesse du modèle. Et vous voyez qu'ici, on démarre très très haut, le modèle n'est pas juste du tout, et plus on va descendre, plus on va faire du nombre d'itérations, alors déjà très très vite, vous voyez que ça descend très très vite, et bien plus on va se rapprocher de 0, c'est-à-dire plus on va se rapprocher du bon résultat. Et ici, on est à
92% de bons résultats avec le modèle que j'ai obtenu. Donc c'est plutôt pas mal comme résultat. On arrive à avoir quelque chose de fiable. Et quand je regarde, in fine, comment mon IA a placé sa ligne de décision, eh ben, on voit qu'il y a des erreurs quand même. On voit par exemple que ce point bleu là, bah, il est plutôt du mauvais côté de la frontière. Ces points verts, ils sont du mauvais côté de la frontière. Ok, c'est normal, on n'est pas sur quelque chose de déterministe, on n'est pas sur quelque chose de fiable à 100%. Par contre, je sais que dans 92% des cas, mon modèle va me renvoyer la bonne valeur, et ce, avec un seul neurone. C'est quand même plutôt pas trop mal en fait à l'arrivée. Et on verra quand on va mettre en place un système de neurones multicouches, qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et qu'on va pouvoir traiter des images notamment. Et là, ça commence à devenir intéressant. Après, il faut évidemment une masse de données importante à traiter pour arriver à des résultats vraiment fiables. Voilà, j'ai fini là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, je sais que ça m'a passionné quand j'ai préparé. Et puis, ben, la prochaine fois, début décembre, t'as dit, Steve. Hein, Ouais, je vais vous dire ça tout de suite, les amis. Alors, bougez pas. Que je regarde déjà la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre que nous allons parler de copilote pour Power BI. Et ce sera avec Kamel Sani. Et donc, en décembre... déjà. Le 6 novembre. Le 6 novembre, ah ouais, le 6 novembre. Puisque ce sera la centième du 1330. Ça va être dingue. Il va y avoir des choses incroyables auxquelles on n'a pas encore réfléchi. Mais soyez là quand même, parce qu'on va se marrer, ça c'est sûr. Non, on va faire un truc bien, Steve. Oui, ben ça je n'en doute pas. Réseau de neurones, la suite, ce sera le 4 décembre avec Lionel Dimitrievitch. Moi j'ai trouvé ça drôlement sympathique, déjà cette première partie. Et la seconde, ça va être avec encore plus de démonstrations. Donc voilà. Ouais, mais la seconde, on va essayer de lui faire deviner des images un petit peu. On va essayer voilà, pour vous montrer comment on fait le distinguo comment une IA fait le distinguo entre des images en fait. Ça va être cool. Et soyez là dès la semaine prochaine. Copilote pour Power BI. Ça va être bien aussi. Salut les amis. Ciao.